suis heureux de vous retrouver au domaine de Chaumont-sur-Loire pour une nouvelle conversation dans cet endroit qui est toujours aussi charmant et charmeur. Avec nous ce soir, Patrick Blandin. Vous êtes professeur émérite au Muséum d'histoire naturelle et vous avez beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie. Avant d'aller toucher au cœur de cette chose qui aujourd'hui est essentielle, qui s'appelle l'écologie, j'aimerais bien qu'on essaie de vous cerner. Et j'aimerais que, pour qu'on vous situe un tout petit peu, vous nous parliez d'abord de votre grand-père. J'avais un grand-père, il était officier d'administration maritime, mais c'était un campagnard dans l'âme en fait, et un chasseur. Et moi, il paraît que, enfin c'est mes parents qui le disaient, dès que j'ai commencé à parler, j'ai parlé aux papillons. Et donc j'avais peut-être 5-6 ans seulement, mon grand-père m'emmenait aux abords de Saint-Servant, près de Saint-Malo, où c'était encore la campagne à l'époque. Et on allait essayer d'attraper des papillons. Alors, il est possible que je fasse un peu un scénario à force de repenser à ses souvenirs, mais je crois qu'au début, il essayait de les attraper en jetant son béret basque, vous voyez, à distance, comme ça, pour essayer d'en attraper. Puis après, on a progressé. J'ai eu un havenot, puisque on était au bord de la mer, donc un truc pour attraper les crevettes, ce qui n'est pas très bon pour les ailes de papillon, mais enfin, c'était un début, puis après, ça s'est amélioré. Alors parlons de petites bêtes, et j'aimerais que vous me parliez du Morphothesus juturna, que les Péruviens, les paysans péruviens appellent aussi la blanca. Qu'est-ce que c'est que ce papillon, puisqu'il s'agit d'un papillon, dont vous êtes passionné? Ce qu'il faut comprendre, c'est la contradiction profonde que j'évoquais. Et voilà, je suis collectionneur de papillons. Je les étudie, il faut donc les capturer, il faut les mettre en boîte. Il y a un aspect cruel là-dedans qui me pose problème, qu'il faut savoir. Vous êtes un prédateur. Voilà, je prédate. Et donc, quand on est collectionneur, on peut être simplement collectionneur de papillons, comme d'autres collectionnent des timbres. Voilà. Moi, j'ai la passion scientifique en plus, c'est-à-dire que pour moi, j'ai cette double joie, si vous voulez, de l'esthétique que ces animaux m'offrent, et puis toutes les questions scientifiques qu'ils me posent et que j'essaie de comprendre et d'avancer un tout petit peu. Et alors, ce papillon, le Morphothesus juturna, a été pendant très longtemps une des raretés dont j'ai rêvé. Et depuis quelques années, je vais au Pérou, et dans une magnifique petite vallée, on le découvre. Et alors, je vais vous dire quelque chose, c'est du détail, vous allez comprendre peut-être. Souvent, les papillons, le dessus des ailes n'a rien à voir avec le dessous en termes de couleur. Là, c'est un grand papillon, hein, il fait 13-14 cm d'envergure, et le dessus des ailes, c'est un blanc brillant, indescriptible, bordé de noir, c'est très très beau. Alors on attend, on est là, parce qu'il a son horaire, et puis il faut qu'il y ait du soleil. Donc voilà, on est au bord du chemin, et peut-être, et des fois ça marche, on le voit arriver, il plane, comme ça, au-dessus des arbres. C'est magnifique. Parlez-moi maintenant de l'os moderna eremita, dit aussi pique brune. Pique-prune, Pardon. Pique-prune, ouais. Donc là, c'est un coléoptère. Et que nous dit ce coléoptère du rapport de l'homme à son environnement? On est dans une querelle d'autoroute. Ouais. Des travaux sur une autoroute dans la région, d'ailleurs pas très loin d'ici, vont être arrêtés pendant 5 ans parce que on s'aperçoit qu'il y a une espèce de coléoptère qui est là à peut-être disparaître parce que l'homme veut rouler. Alors toujours est-il qu'il a été inscrit comme espèce prioritaire pour la directive Habitat de l'Union européenne. Donc 92, il y a un texte de 92, voilà, qui désigne des espèces qui méritent un effort tout particulier de protection. Il est dans la liste des prioritaires. Alors il y a une autoroute qui se construit pour aller d'Alençon à Tours, qui passe pas très loin du Mans. Bataille sur place, il y a les pour, il y a les contre, évidemment, c'est normal. Et
il se trouve qu'un jour, un entomologiste amateur trouve des vers blancs, des larves, et que, vérification faite, c'est des larves du pic-prune. Et donc ça, c'était en, c'est en 96 que la découverte est faite. Et donc, le Cofiroute, pour ne pas le nommer, le concessionnaire, bien embêté, en parle avec un bureau d'études qui avait l'habitude de travailler avec Cofiroute. Il se trouve que ce bureau d'études, c'était des jeunes qui avaient travaillé avec moi, qui l'avaient fondé, et qui disent, bah, oui, il va falloir refaire une sorte d'étude d'impact, et des choses comme ça. Bah, il faudrait demander à M. Blandin, au muséum. Et résultat ? Résultat, l'autoroute s'est faite. C'est-à-dire que vous avez sacrifié le coléoptère ? Non. C'était la première fois que j'étais confronté à une expertise aussi lourde, parce que c'était des milliards en jeu. Donc l'enjeu était lourd. Alors on a constaté qu'effectivement, ça c'est, je rigole, mais bon, est-ce que ça passe au milieu de l'habitat de la bestiole? Alors l'habitat, les larves vivent dans des troncs de châtaigniers ou de vieux chênes ou de chênes têtards sur les haies, vous voyez, des choses comme ça. Donc, étude normale, on regarde de part et d'autre de l'autoroute s'il y en a. Alors mon collaborateur, il travaille, ça a demandé 1 an et demi pratiquement de terrain, parce que c'est arbre par arbre qu'il faut essayer de savoir si la bête peut être dedans ou pas. Il fait une carte. Alors comme on avait regardé des deux côtés, ben, l'autoroute était au milieu. Donc en plein dans l'habitat. Seulement, on s'est rendu compte que l'habitat principal de cette bête, c'était justement les arbres têtards dans les haies du bocage. Or, à l'occasion d'une construction d'autoroute, on remembre les terres qui sont traversées. Donc il y avait tout un programme de remembrement pour toutes les communes concernées. Et là, on a compris que en fait, c'était le remembrement qui allait détruire la plus grande partie de l'habitat de la bête. Donc, conclusion, pour ne pas rester 1 heure là-dessus, revoir les remembrements, soit les arrêter, soit les repenser. Donc il y a eu 1 an d'études en plus, où les 17 000 arbres ont été répertoriés, GPS compris, au mètre près, caractérisés, il peut y avoir ou pas y avoir le coléoptère dedans, etc., 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 pour faire un schéma directeur de remembrement. Et puis l'autoroute, on a déplacé quand même un échangeur pour éviter d'enlever quelques arbres. Puis on a décidé qu'il y aurait une étude scientifique expérimentale. Et là, j'ai conclu qu'on pouvait y aller. La biodiversité, comment est-ce qu'on peut la définir? Qu'est-ce que c'est que la biodiversité? Tout ça s'inscrit dans une longue histoire, mais la préoccupation pour la protection de la nature a été longtemps, je résume, un souci de protéger des espèces en voie de disparition, faune et flore, et un souci de protéger des paysages ou des espaces naturels ou pittoresques, ou les deux. Enfin bref, quelque chose d'un petit peu complexe, avec d'ailleurs des approches différentes aux États-Unis et en Europe. En Europe, on était plutôt sur le pittoresque, notamment en France, sous l'influence notamment des peintres de Barbizon, les paysagistes qui travaillaient en forêt de Fontainebleau. Alors qu'aux États-Unis, on était plus sur la découverte de l'immensité des paysages de l'Ouest. Nous ne sommes rien, nous sommes ridicules par rapport au système que vous décrivez, à cet équilibre général des écosystèmes, et l'homme n'est que poussière, etc., etc. Enfin, on connaît les poncifs, mais l'homme joue un rôle extrêmement important, il est transformateur, il est conservateur, comme vous dites, et vous écrivez notamment ceci. Si l'on imagine les extinctions de mammifères et d'oiseaux se poursuivant au rythme moyen des 5 siècles précédents, 40 espèces auront disparu au cours du XXIe siècle, 400 au terme du 3e millénaire et 4000, soit en gros 25% des espèces qui existaient il y a 500 ans, au bout de 10 000 ans.
En réalité, il y a de nombreuses raisons de penser que la vitesse des extinctions s'accélère. De fait, si l'on considère le seul XXe siècle, près de 100 espèces de mammifères et d'oiseaux se sont éteintes, soit presque autant que pendant les 4 siècles précédents. Autrement dit, entre l'extinction et ces équilibres qui ont existé dans les siècles précédents et les équilibres qui existent aujourd'hui avec cet Homo transformator, on voit bien qu'on crée beaucoup de dégâts à la nature depuis, je caricature un peu, mais depuis la révolution industrielle. Oui, je tique un peu sur l'emploi du mot équilibre. Enfin, les rapports de force, alors, si vous voulez. Oui, essayons d'éviter ce mot, je vais vous dire pourquoi, puis je vais répondre plus précisément à votre question, bien sûr. Mais le monde a toujours été en transformation. Depuis le début de la planète, et même le début de l'univers, mais depuis 4,6 milliards d'années, en gros, la Terre change. Oui, mais vous dites qu'elle a changé 5 fois, je crois. Enfin, alors, attendez, ouais. elle change tout le temps. Alors, de manière diverse dans le temps, avec des accélérations, et nos collègues paléontologues qui étudient les faunes et les flores anciennes à partir des fossiles ont constaté qu'au cours de l'histoire de la Terre, il y a eu des périodes où la disparition d'êtres vivants a été plus rapide, plus intense qu'à d'autres. Ce qu'on appelle les crises donc paléontologiques, si vous voulez, qui ont été rebaptisées crises de biodiversité, voilà, avec le nouveau vocabulaire. Et puis, on dit, aujourd'hui, on est dans la 6e. Ah oui, mais on est dans la 6e, mais elle n'est pas pareille. Alors, moi, je suis très méchant avec mes collègues de ce point de vue-là. Je trouve que de dire qu'aujourd'hui, nous serions dans la 6e crise de biodiversité, de disparition d'espèces que connaît la planète, c'est banaliser, c'est mettre dans une série un phénomène qui n'a jamais existé auparavant. Parce que les autres, ce n'était pas l'homme qui les créait. Oui, la glaciation, par exemple. Ça prenait quand même plus de temps. Et donc, ça n'a, je dirais, en mécanique et en conséquence et en modalité, ça n'a rien à voir. Donc, aujourd'hui, la conséquence est la même, sauf que c'est dans un temps qui n'a presque pas d'épaisseur par rapport à l'autre, où des espèces disparaissent effectivement très rapidement. Alors, pourquoi ? Parce que c'est nous, parce que nous occupons de plus en plus de place, parce que nous transformons partout la planète, que nous la polluons de plus en plus, etc., etc. Donc, en fait, c'est un événement totalement nouveau dans l'histoire de la vie. C'est qu'une espèce, la nôtre, change en très peu de temps. Effectivement, c'est quelques siècles, mais on pourrait dire, bon, c'est depuis 10 000 ans, en gros, avec l'agriculture et tout ça, et la sédentarisation que ça a commencé. Mais ça va à toute vitesse depuis très très peu de temps. Donc, on est face à ce que j'ai osé appeler le premier bouleversement de la planète. Donc, on est devant du nouveau, et c'est, entre guillemets, à cause de nous. Est-ce que ça veut dire aussi que dans cette manière que vous avez de définir l'évolutionnisme, ça veut dire que l'évolutionnisme intègre tous les dégâts, toutes les conneries, passez-moi la trivialité, toutes les bêtises qu'on a pu faire vis-à-vis de la nature? Est-ce que l'évolutionnisme intègre aussi, on a commencé cette conversation avec ça, cette prédation que nous avons commis? Là, il faut être précis. L'évolution au sens biologique strict, c'est la compréhension de la diversification des espèces. Bon. Mais tel que vous nous en parlez... L'évolution dans un sens global, c'est la transformation planétaire. Et nous sommes, et c'est pour ça qu'au Muséum, on a fini dans la Grande Galerie de l'Évolution par intituler la partie dont j'étais le coordinateur. Vous avez été un des premiers responsables de cette galerie. Hein. J'étais le premier directeur. Le premier directeur de la Galerie de l'Évolution. Ouais. On l'a appelé l'homme facteur d'évolution. C'est-à-dire que nous sommes fruits de l'évolution et nous sommes dans le jeu de l'évolution. Et en manipulant la planète, nous conditionnons sa trajectoire évolutive ultérieure. C'est pas elle sans nous et c'est pas nous sans elle. Ouais. Merci Patrick Blandin, merci d'avoir participé à cette conversation sous l'arbre. Merci mesdames, merci messieurs et à une prochaine fois.